3 préservatifs manquaient. À 39 ans, Henri découvre que la trahison porte le parfum du mensonge et du cousin Julien. Mais il ne va pas pleurer. Il va apprendre à détruire, méthodiquement. Une histoire de trahison, de revanche et de renaissance. Tu penses... J'ai trouvé les préservatifs cachés sous les tapis de yoga d'Élise dans l'armoire du couloir, encore dans leur emballage déchiré. 3 manquants dans une boîte de 12, de la marque Premium qu'elle me reprochait toujours de ne pas acheter, parce qu'il faisait mieux l'affaire. À 39 ans, moi, Henri, le mari fidèle, je tenais cette preuve froissée comme un idiot, couvert de sueur de mon atelier de métal. Je me sentais comme un parfait imbécile. L'appartement à Montmartre, que j'avais rénové de mes mains installant les luminaires, peignant les murs, réparant les fuites, sonnait soudain différemment. Le bourdonnement du réfrigérateur, les aboiements du chien des voisins, le ronflement lointain des métros qui m'avaient bercé pendant 15 ans, tout amplifié. Élise plaisantait que j'étais meilleur avec les outils qu'avec les mots. Maintenant, elle ne plaisantait plus. J'ai glissé les préservatifs dans la poche de ma veste et je suis allé à la cuisine. Élise était de dos, scrollant sur son téléphone au comptoir. Ses cheveux châtains roux capturaient la lumière de l'après-midi par la fenêtre que j'avais changée au printemps dernier. Elle portait ses leggings chers du studio de yoga à Neuilly-sur-Seine, qui allongeaient ses jambes les mêmes qu'elle avait commencé à enfiler pour le travail. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé, testant les mots. « Bien », a-t-elle répondu sans lever les yeux. Martine couvre les cours du soir cette semaine. Une affaire de famille. Martine, l'associée d'Élise au studio ouvert il y a 3 ans. La femme qui l'aidait soi-disant à se recentrer avec la méditation et les jus de tox. Celle qui ne m'avait jamais regardé dans les yeux lors des rares fois où nous nous étions croisés. C'est gentil de sa part, ai-je dit, observant ses pouces danser sur l'écran. Qu'est-ce que tu fais? Juste Instagram. Elle m'a enfin regardé, et quelque chose a cligné sur son visage, irritation, peut-être culpabilité. Tu rentres tôt. Le patron nous a libérés. Une machine en panne. J'ai ouvert le frigo pour m'occuper, pas par faim. Tu veux que je prépare le dîner? J'ai déjà mangé. Une salade au studio. Un autre mensonge. J'étais passé par le studio en rentrant, un détour que je faisais plus souvent ces derniers temps, sans l'admettre. Lumières éteintes, parking vide, sauf quelques voitures des commerces voisins. Je crois que je sors ce soir, a dit Élise, d'une voix faussement décontractée. Marie m'a invité au nouveau bar à Montparnasse, celui avec la terrasse. Marie, la belle-sœur d'Élise, mariée à son frère, une femme qui ne m'avait jamais apprécié, qui avait fait des remarques subtiles sur Élise, se contentant, dans le mariage. Marie, divorcée 2 fois, qui voyait le mariage comme un arrangement temporaire. Ça a l'air sympa, ai-je répondu, refermant le frigo. Quel bar? Je ne me souviens pas du nom. Rue de Rennes, je crois. Elle regardait à nouveau son téléphone, mais l'écran était noir. Ça ne te dérange pas, hein? Pourquoi ça me dérangerait? Elle a haussé les épaules. Tu travailles tellement ces derniers temps. Je pensais qu'on voulait du temps ensemble. La cruauté désinvolte m'a frappé comme une gifle. Élise savait que je faisais des heures sup à l'atelier de ferraille pour économiser pour son rêve, 2 semaines en Corse, pour se reconnecter à la nature. Je vais juste regarder le match du PSG, ai-je dit. D'accord. Elle a pris son téléphone et est montée à la chambre. Je vais prendre une douche. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, attendu que la porte de la salle de bain se ferme, puis j'ai pris mon téléphone. En moins de 30 secondes, j'ai confirmé ce que je savais. Il n'y avait pas de nouveau bar rue de Rennes. Le seul avec terrasse en ville était boulevard Saint-Germain, et il existait depuis 2 ans. La douche s'est allumée. Je suis allé à la fenêtre du salon et j'ai regardé la rue où nous vivions depuis 15 ans. L'appartement des voisins avait besoin de nouveaux volets. La clôture des Dupont penchait après la dernière tempête. Des problèmes normaux, réparables. J'ai sorti les préservatifs de ma poche et les ai fixés à nouveau. Taille extra large. La taille de mon cousin Julien, pas la mienne. Mon cousin Julien, toujours plus grand, plus suave, plus confiant et qui avait transformé un CAP en affaires en une série d'entreprises réussies. D'abord un food truck de croque-monsieur, puis une société de traiteurs, maintenant une consultance en réseaux sociaux que je n'avais jamais vraiment comprise. Julien, qui était arrivé au dernier barbecue familial avec une montre plus chère que mon salaire mensuel, parlant de son nouvel appartement dans le Marais et de ses plans pour disrupter le marché des influenceurs. Julien,
qui avait toujours regardé Élise comme un trophée qu'il m'avait laissé gagner par pitié. J'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir en haut. La voix d'Élise flottait, au téléphone. Je n'ai pas saisi les mots, mais le ton était léger, animé et différent de ce que j'entendais depuis des mois. Mon téléphone a vibré, message de Louis, mon collègue. J'ai vu la voiture de ta femme au parking de l'hôtel Plaza Athénée aujourd'hui. Tout va bien? L'hôtel Plaza Athénée dans le 8e, à 3 rue de l'appart de Julien. J'ai tapé, merci. Tout est ok. Mais rien n'allait. Rien depuis des mois, peut-être plus. J'avais été si occupé à travailler, à réparer, à être le mari fiable, que j'avais ignoré les signes. Ou je les avais vus et fait semblant de ne pas les voir. Élise est descendue dans une robe noire que je n'avais jamais vue aux courtes, chère, du genre qu'elle disait trop pour une ville comme Paris. Maquillage lourd, lèvres rouges profondes, paraissant une autre. Tu es belle, ai-je dit. Merci. Elle a pris son sac, vérifié son téléphone. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas éveillé. Elle s'est arrêtée à la poignée. Je t'aime. La pause a duré 3 secondes de trop. Moi aussi je t'aime, Henri. La porte s'est fermée, et je suis resté seul avec la vérité. Je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert l'ordinateur. Il m'a fallu 45 minutes pour trouver ce que je cherchais. L'Instagram de Julien était public, une erreur qui lui coûterait cher plus tard. Des photos remontant à 6 mois, sur un parcours d'autodécouverte et de connexions authentiques. Mais les commentaires racontaient la vraie histoire, le pseudo d'Élise apparaissait avec une fréquence suspecte, des cœurs et des blagues internes. Des flirts numériques dans la zone grise entre amitié et quelque chose de plus. J'ai pris des captures d'écran de tout. J'ai ouvert un autre onglet et cherché des détectives privés. Pas pour des preuves, j'en avais déjà. Mais pour comprendre les règles du jeu que j'allais jouer. Le site du premier site Essen DSU, toute guerre est fondée sur la tromperie. J'avais été trompé assez. Mon téléphone a sonné, Louis à nouveau. Alors, mec? Tout va bien? Ça semblait bizarre dans ton message. Je vais bien. Juste en train de réfléchir. J'ai regardé le salon. La table basse que nous avions choisie ensemble. L'étagère que j'avais construite pour son anniversaire. La photo encadrée de notre mariage, nous riant comme si nous avions gagné au loto. Réfléchir à un changement. Le changement, c'est bon, frère. Parfois, il faut secouer les choses. Oui, parfois il faut. J'ai raccroché et suis retourné à l'ordinateur. Le tarif du détective était raisonnable, 300 € de l'heure, plus frais. Je pouvais payer pour des semaines, si j'annulais la Corse. Mais en fixant le formulaire, j'ai vu que je n'avais pas besoin de détective. J'avais besoin de devenir quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade, pour la première fois en 3 ans. Élise était rentrée à 2 heures, se glissant dans le lit avec la prudence de celle qui ne veut pas réveiller son conjoint. Elle sentait un parfum cher et la culpabilité. Maintenant, elle donnait son cours du jeudi au studio, feignant d'être la femme que j'avais épousée. J'avais 4 heures pour commencer mon éducation. J'ai conduit à la bibliothèque publique dans le 5e arrondissement et passé la matinée à lire sur la surveillance, l'ingénierie sociale et la collecte d'intelligence stratégique. Des termes cliniques, des concepts simples, les gens laissent des traces numériques. Ils commettent des erreurs. Ils s'installent dans le confort. Élise s'était trop installée. À midi, j'avais un plan. Pas une fantaisie de vengeance, mais pratique, recueillir des infos, comprendre la trahison, cartographier les options. J'ai commencé par la présence en ligne de Julien, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Il peignait un portrait d'un type imprudent avec ses infos personnelles. Il postait constamment sa localisation, taguait des amis et partenaires, des photos de son appart, de sa voiture, de ses restaurants préférés. Plus des photos avec Élise. Pas évidente, mais je connaissais ses bijoux, ses vêtements, ses habitudes. La femme en arrière-plan du poste de déjeuner d'il y a 2 semaines portait le collier de la grand-mère d'Élise. La main sur le verre de vin dans la story du jeudi avait sa bague, cadeau de sa mère. Il ne se donnait plus la peine de cacher. J'ai pris des captures, organisées par date, sauvegardées dans un dossier, recherche. J'ai créé une timeline. Première connexion, 8 mois plus tôt. Seul, 6 mois. Intime, 3 mois.
Il y a 3 mois, Élise avait commencé à travailler tard plus souvent. Elle critiquait mon apparence, mon boulot, mon manque d'ambition. Elle avait arrêté d'initier le contact physique. Mon téléphone a vibré à la bibliothèque, message d'Élise. Je travaille tard à nouveau. Réunion avec un client sur une nouvelle branche. J'ai ouvert l'Instagram de Julien. Story de 30 minutes, lui dans un restaurant à Saint-Germain, légende, dîner d'affaires avec mon entrepreneuse préférée. Le mensonge était si désinvolte qu'il en serait impressionnant, s'il ne détruisait pas ma vie. J'ai fermé l'ordinateur et conduit chez moi. La maison n'était plus un foyer, mais le décor d'une pièce que j'interprétais sans le savoir depuis des mois. J'ai erré dans les pièces, voyant avec des yeux neufs. La chambre où Élise planifiait sa sortie. La cuisine où elle mentait en face. Le salon où je m'asseyais comme un idiot, inquiet des factures et des vacances, pendant qu'elle répétait sa nouvelle vie. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose d'inédit, je suis allé au restaurant de la story de Julien. Je n'y suis pas entré. Je suis resté dans ma camionnette sur le parking, surveillant l'entrée. À 20h47, ils sont sortis ensemble. Élise dans la même robe noire que la veille, mais cheveux différents, plus sophistiqués. Julien avec la main dans son dos, la guidant vers sa BMW grise que je n'avais jamais vue. Ils ne s'étaient pas embrassés. Pas besoin. L'intimité était dans leurs mouvements synchronisés, dans la façon dont elle se penchait pour son murmure, dans le rire que je n'entendais plus depuis des mois. Je les ai suivis jusqu'à l'immeuble de l'appart de Julien. La voiture d'Élise déjà dans le garage planifié, coordonné. Ils étaient arrivés séparément pour maintenir l'illusion d'une réunion d'affaires. Je suis resté dans l'ombre 1 heure, regardant la lumière de sa fenêtre. Quand elle s'est éteinte, je suis rentré et me suis garé dans le garage, fixant la maison que j'avais achetée pour la femme qui dormait dans le lit d'un autre. Cette nuit-là, j'ai décidé ce qui changerait tout. Je ne confronterai pas. Je n'engagerai pas d'avocat, ne demanderai pas le divorce, ne jouerai pas les maris trompés. Je ferai autre chose, je les ferai regretter de s'être rencontrés. Le lendemain matin, j'ai commencé ma nouvelle vie. D'abord, la banque. Élise et moi avions des comptes courants séparés, mais un compte d'épargne joint pour les gros dépenses. J'ai transféré la moitié, 46 000 €, sur mon compte personnel. Mon droit en tant que cotitulaire. Légal, irréprochable. Ensuite, j'ai loué un box de stockage en banlieue, à mon nom. Paiement en cash, sans question. J'ai passé l'après-midi à déplacer ce que je ne voulais pas qu'Élise trouve, ordinateur, documents importants, ma collection croissante de preuves. Le soir, j'avais une base sécurisée. La phase 2 a commencé la semaine suivante. J'ai étudié le business de Julien. Sa consultance reposait sur sa marque personnelle, image de succès, authenticité, sagesse entrepreneuriale. 15 000 followers sur Instagram, un public modeste mais engagé, construit en 2 ans. Sa faiblesse, l'ego. Chaque post variait sur le même thème, Julien, l'homme qui s'est fait tout seul. Julien, le mentor. Julien, qui a découvert le secret du succès. Il adorait l'engagement, les commentaires, les partages, la validation de sa gloire en ligne. J'ai créé un compte fake, un jeune entrepreneur nommé Thibaut, inspiré par le parcours de Julien. Thibaut commentait les posts, posait des questions réfléchies, partageait ses luttes pour lancer un business. Julien a adoré, a suivi en retour. En 1 semaine, Thibaut était dans le cercle intime des admirateurs en ligne. En 2 semaines, Julien partageait des détails personnels, défis, insécurités, plans futurs y compris de grands changements dans les mois à venir. J'ai tout documenté. Pendant ce temps, je changeais moi-même. J'ai commencé la salle de sport, pas le studio chic de yoga d'Élise, mais une salle de musculation simple, où des gens sérieux travaillaient en silence. J'ai lu des livres sur les affaires, la psychologie, des biographies d'hommes qui ont surmonté l'adversité et construit quelque chose de réel. J'ai aussi traqué les mouvements d'Élise plus systématiquement. Pas en la suivant au trop évident, mais en notant les patterns. Elle disait travailler tard 3 soirs par semaine, mais le studio fermait à 21 h. Elle prétendait à des ateliers de yoga les week-ends, mais je vérifiais les sites, la moitié n'existait pas. Les mensonges étaient devenus routine, elle ne se donnait même plus la peine d'être crédible. 3 semaines dans ma nouvelle routine, le premier vrai progrès est arrivé. À la salle, j'ai entendu 2 gars parler d'un influenceur local qui causait des problèmes. L'un a nommé Julien,
disant avoir entendu un drame familial. J'ai attendu qu'il finisse, me suis présenté. Celui qui avait mentionné Julien était Tony, d'une agence de marketing locale. Il connaissait Julien professionnellement, ils avaient travaillé sur des campagnes. Il est talentueux, a dit Tony. Mais il a la réputation d'être compliqué, surtout avec les femmes. Comment ça? Disons qu'il ne sépare pas sa vie personnelle de la professionnelle. Il a eu un problème avec une ex-petite amie. Elle travaillait pour un de ses clients, et quand ça a tourné au vinaigre, ça a foutu le bordel. J'ai noté et continué mon entraînement. Mais Tony n'a pas arrêté. En fait, j'ai entendu qu'il est avec quelqu'un de nouveau, marié. Ça cause des problèmes dans la famille. J'ai gardé un air neutre. Des problèmes? Ouais, on dirait que c'est la femme de son cousin ou un truc comme ça. Une vraie telenovela. Le cousin ne sait pas encore, mais les ragots circulent. Ces choses-là finissent toujours par sortir. Je l'ai remercié et suis parti. Sur le parking, j'ai digéré dans la camionnette. Élise et Julien n'étaient pas aussi prudents qu'ils le pensaient. Les gens parlaient déjà. Ça m'a donné une idée. J'ai passé le week-end à rechercher l'ex de Julien. Elle s'appelait Camille Moreau, prévisible, intelligente, attirante, réussie. Propriétaire d'une petite firme de marketing, connue pour être dure mais juste en affaires. Plus, zéro amour pour Julien. J'ai trouvé le site de son entreprise, lu son blog pendant 1 heure. Elle écrivait sur l'entrepreneuriat, le surpassement, l'importance de l'authenticité. Une écriture tranchante, intelligente, amère parfois ou surtout sur ceux qui utilisent les relations personnelles pour avancer leur carrière. Le lundi, j'ai appelé son bureau et pris rendez-vous. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Henry ?» a demandé Camille en arrivant. Plus petite que je l'imaginais, mais sa présence remplissait la pièce. Cheveux courts sombres, yeux intelligents qui voyaient au-delà de la façade. Je crois que nous avons un problème commun. Lequel? Julien Leclerc. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose a cligné dans ses yeux. Je ne suis pas, il sort avec ma femme depuis environ 6 mois. Je pense que vous savez ce que c'est. Camille s'est adossée à sa chaise. Pourquoi me le dites-vous? Parce que je pense que vous le comprenez mieux que quiconque. Et peut-être que vous voudriez aider à faire quelque chose. Quel genre de chose? J'ai sorti le dossier. Des copies des preuves, captures de réseau, timeline des mensonges, reçus de restaurants et hôtels. Complet, irréfutable, dévastateur. Bon travail, a-t-elle dit enfin. Très complet. Je suis complet. Que voulez-vous de moi? Des infos, des insights, peut-être des conseils professionnels sur comment détruire la réputation de quelqu'un sans enfreindre la loi? Camille a fermé le dossier, m'a regardé longuement. Julien m'a blessé. Il m'a utilisé pour accéder à des clients, m'a largué quand il a eu ce qu'il voulait. Mais j'ai surmonté. J'ai construit mieux. Je prévois de construire mieux aussi. À quoi ça ressemble? J'ai raconté le plan, pas les détails, mais l'esquisse. Un démantèlement systématique de la réputation professionnelle de Julien, l'exposition de son pattern d'utiliser les femmes pour un gain personnel, une orchestration prudente de sa chute publique. Et votre femme? Elle a choisi. Elle vivra les conséquences. Camille est restée silencieuse un moment. Puis elle a souri, première expression authentique. Je ne peux pas m'impliquer directement. Mais peut-être fournir du background off the record. Bien sûr. Le modèle d'affaires de Julien repose sur la confiance. Les clients paient pour gérer leur présence en ligne, construire des marques personnelles. Si ça s'effondre, le business s'effondre. Exactement. Et Julien, sans business, n'est qu'un type au goût cher sans moyen de payer. Je suis sorti de son bureau avec une nouvelle vision de la cible. Julien n'était pas juste celui qui avait volé ma femme. C'était quelqu'un qui avait bâti toute son identité sur des mensonges et de la manipulation. Il l'avait fait avant, il le referait, à moins que quelqu'un l'arrête. Ce soir-là, j'ai lancé la phase 3. J'ai commencé par le plus gros client de Julien, une chaîne de brasserie qu'il avait engagée pour gérer leurs réseaux sociaux. En tant que Thibaut, j'ai documenté son travail pour eux. Des posts paresseux, du contenu recyclé d'autres clients. Un engagement gonflé avec des faux comptes. Aucune stratégie. J'ai compilé un rapport professionnel et l'ai envoyé anonymement au propriétaire de la chaîne.
Je n'ai pas accusé. J'ai présenté des faits, laissé les conclusions. Réponse immédiate, en 3 jours, les posts de Julien ont disparu. En une semaine, il a posté un message vague sur une nouvelle direction et un focus sur les clients corps. Il avait perdu sa plus grosse source de revenus. Je ne faisais que commencer. Dans les 2 semaines suivantes, j'ai répété avec 3 autres clients de Julien. Chaque fois, j'ai présenté des preuves de travail médiocres, laissé la décision. Résultat identique, perte de contrat. À la fin du mois, ses revenus avaient chuté de 60%. Élise l'a remarqué avant lui. Elle a commencé à mentionner son stress, son agenda chargé, son besoin de recentrer le business. Elle mentait encore sur ses sorties, mais les mensonges étaient plus élaborés, plus désespérés. J'ai feint de ne rien remarquer. Pendant ce temps, je changeais. J'ai perdu 7 kilos à la salle, acheté de nouveaux vêtements pas chers, mais mieux taillés, modernes. J'ai lu des livres d'affaires, suivi des cours en ligne de marketing digital. J'ai créé mon Instagram, postant des photos de mes projets en métal et de ma transformation fitness. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste une démonstration discrète de croissance. Élise ne l'a pas remarqué. Trop occupée à gérer sa double vie pour voir la transformation de son mari. Sa deuxième erreur. La première, me sous-estimer. La confrontation est arrivée un jeudi d'octobre 2024. J'étais dans le garage à souder une pièce custom en métal quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Elle est entrée avec une joie feinte qui signifiait un mensonge à venir. « Salut, chérie », elle m'a embrassé la joue. « Comment s'est passée ta journée ?»« Bien. »« La tienne ?»« Folle. » Martine et moi planifions une nouvelle série d'ateliers. Ça va être génial. J'ai posé mes outils, les regardé. Quel genre d'atelier ? Yoga pour couple. Tu sais, construire la confiance et la communication par le mouvement. L'ironie était épaisse, presque drôle. Ça a l'air intéressant. Le lendemain matin, j'ai décidé d'accélérer tout. J'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade à nouveau, mais avec un but. J'ai conduit à l'hôtel Plaza Athénée, garé avec vue sur l'entrée. J'ai attendu. À 11h30, la voiture d'Élise dans le garage. À 11h45, la BMW de Julien a suivi. Il devenait imprudent, ou désespéré. J'ai attendu 15 minutes, suis entré. Le bar presque vide, voyageur d'affaires, touriste. J'ai commandé un café, assis avec vue sur l'ascenseur. S'ils descendaient, je les verrais. Ils n'ont pas descendu. Ils étaient dans sa chambre ou une louée pour l'occasion. Des risques qu'ils ne pouvaient pas se permettre. J'ai fini mon café, suis sorti mais arrêté à la réception. Excusez-moi, ai-je dit au concierge. Ma femme a oublié son téléphone au bar hier. Élise Leclerc. Elle a dit qu'elle était en réunion d'affaires. Le concierge a vérifié. Pas de réunion hier, monsieur. Vous êtes sûr ? Peut-être aujourd'hui. Réunion avec un client sur des événements. Nous n'avons pas d'événement aujourd'hui, mais je peux vérifier le restaurant. C'est bon, je lui demanderai. Je suis sorti avec la confirmation de ce que je savais. Ce n'était pas des affaires. Commode, anonyme, sûr. Ou du moins le pensait-il. Le lendemain matin, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai demandé le divorce, citant des différences irréconciliables et fournissant au tribunal la documentation de l'affaire d'Élise. Procédure simple, non contestée. L'avocat d'Élise a conseillé de ne pas lutter vu les preuves. J'ai gardé l'appartement, l'épargne, la plupart des biens partagés. Élise a pris ses affaires personnelles et les dettes de carte que je n'ai découvertes qu'au divorce. J'ai aussi lancé un nouveau business, un atelier custom de métal, spécialisé dans des sculptures artistiques et des pièces fonctionnelles. J'ai utilisé l'argent de l'épargne pour acheter du matériel, louer un espace. En 6 mois, les commandes dépassaient ce que je pouvais gérer. Camille m'a aidé sur le côté business, avec des conseils en marketing, connectant des clients potentiels. Notre relation professionnelle est devenue personnelle, et en 1 an, nous sortions ensemble. Camille était tout ce qu'Élise n'était pas, honnête, directe, supportive de mes objectifs. Elle comprenait la trahison, la guérison, le travail pour construire quelque chose de réel. Élise, pendant ce temps, vivait chez sa sœur et servait dans une chaîne de fast-food. Julien avait quitté la ville comme je l'exigeais.
Leur relation s'est terminée de manière dramatique comme elle avait commencé, récrimination, accusation, destruction mutuelle. J'ai entendu parler de la rupture par des amis communs, Élise blâmait Julien pour avoir ruiné sa vie, Julien blâmait Élise pour être needy et dramatique. Aucun n'assumait la responsabilité. Aucun n'apprenait. Mais moi, j'ai appris. J'ai appris que je ne contrôle pas les choix des autres, mais je contrôle ma réponse. J'ai appris que la vengeance n'est pas de la colère, mais de la justice. J'ai appris que le meilleur moyen de reconstruire est d'abord de démolir les mensonges qui détruisaient. 2 ans après le départ d'Élise, j'ai épousé Camille lors d'une petite cérémonie, avec amis et famille. Élise n'était pas invitée, bien sûr. Ni Julien. Mais j'ai entendu qu'ils l'avaient appris par les réseaux sociaux. J'ai entendu qu'ils avaient réalisé ce qu'ils avaient perdu en jetant tout pour une relation de mensonge et de trahison. J'ai entendu qu'ils regrettaient tous les deux, mais le regret ne défait pas le passé. Il ne restaure pas ce qui est détruit. Il ne rend pas la vie qu'ils ont choisi de jeter. Élise et Julien ont fait des choix, et ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient. Moi, j'ai fait les miens. Et j'ai eu exactement ce pourquoi j'ai travaillé, une nouvelle vie, meilleure, bâtie sur la vérité, pas sur des mensonges. Une vie où je n'étais plus la victime, mais le vainqueur.